Pierre Ménès, rebonsoir. Bonsoir, Pierre. Alors, il y a 6 mois, vous avez frôlé la mort, mais grâce à une double greffe d'un rein et du foie, vous avez survécu, vous êtes de retour. C'est la remontada de Pierre Ménès. Alors, Pierrot, vous êtes né le 29 juin 1963 à Paris, dans le 8e arrondissement. Votre père travaille dans les assurances. Votre mère est prof d'anglais. Et c'est à 13 ans, en 1976, avec l'épopée des Verts, Saint-Étienne, que vous attrapez le virus du foot. C'est le but de Rocheteau à Kiev. Oui, c'est ça, oui. Je regardais les matchs dans le lit avec mes parents, dans la télé en noir et blanc. Alors, à l'école, vous prenez très vite le poste de clown officiel de la classe. Hein, faites marrer tout le monde. Ouais, c'était mon point fort. À l'époque, vous n'avez qu'une obsession, travailler dans le foot, déjà. La première chose, je voulais être comédien. Ouais. Et puis après, la passion du foot a pris le dessus. Oui. Grâce à votre gouaille, en 1980, vous décrochez un job d'été, GO au Club Med. Et là, vous découvrez que vous aimez qu'on vous aime, en fait. Oui, c'est vrai que quand tu es géo, tu as des avantages en nature. C'est-à-dire que Les Bronzés, c'est un documentaire pour enfants. Hein. C'est la version pour oui-oui. Hein. Ensuite, vous entrez à France Football, donc, qui est dans le groupe Amaury, le groupe de l'équipe. Vous avez 20 ans quand vous commencez. Au début, vous occupez des petits clubs, non? De division d'honneur. Je corrigeais les fautes d'orthographe des échos de France Football sur le foot amateur. Ah oui, d'accord, oui. En dessous de moi, il y avait la femme de ménage. C'est très bas, oui. Et 7 ans après, vous vous occupez de l'équipe de France, donc vous avez bien réussi déjà cette fois-là. Oui, quand je suis parti en 2005, ça faisait un moment que je m'occupais de l'équipe de France. C'est l'époque où vous perdez votre père, âgé de 53 ans, emporté par un cancer du foie. Voilà. Votre père n'a jamais vu ce que vous êtes devenu? Non. Non, j'avais 26 ans, je débutais. En 1986, vous faites votre première télé avec moi. Ouais, Scoop à la une. Ouais. Avec Enrico Macias Ouais. et Luis Fernandez. Ouais. On avait fait la seule fois dans l'histoire de ton jeu, on avait fait match nul. Ah oui, c'est vrai, c'est rare. Déjà. Et en 99, vous faites votre première télé à l'Équipe TV avec Didier Roustan et Karim Nadjari. Après, il y a un passage assez malheureux dans votre vie. Vous allez au club de foot de Reims pour vous occuper du développement. Oui. Qu'est-ce qui vous a pris? J'avais envie de passer de l'autre côté de la barrière, c'était en 2005. Et je suis arrivé comme un chien dans un jeu de quilles là-bas. Ouais. C'est-à-dire qu'en 9 mois, j'avais même pas de bureau, j'avais même pas de ligne de téléphone. Là, vous rejoignez M6 donc pour 100%. En même temps. C'est-à-dire que j'ai commencé à Reims le 1er juillet 2005. Et le 11 juillet 2005, Jérôme Bureau m'appelait pour me proposer de faire 100% foot. Avec Estelle Denis. Avec Estelle Denis, Madame Domenech. Vous dites, là, j'ai commencé à prendre un plaisir démentiel à faire de l'antenne. Ouais, c'était sympa. C'était une émission, c'était un ovni. Hein. Ça commençait à minuit et quart, minuit et demi. On est monté à 500 000 téléspectateurs à cette heure-là. Et c'était vraiment une émission que les gens regrettent encore aujourd'hui. Hein. 5 ans après, Canal vous appelle pour Canal Football Club et vous devenez la grande gueule du foot. Oui, je l'étais déjà, mais bon, forcément, la grande gueule sur Canal, on l'entend plus que sur l'équipe TV. Jusque-là, vous aviez une vie de famille très classique. Vous étiez marié avec une femme que vous aviez rencontrée à l'âge de 19 ans. Vous aviez 2 enfants avec elle. Mais en mars 2011, à La Baule, vous rencontrez Melissa Acosta, métisse native des Antilles britanniques. Elle a 30 ans, vous 50. Et tout de suite, c'est l'amour fou. Ça devient rapidement fusionnel. Ça a mis une petite année avant de se faire. Et voilà, aujourd'hui, c'est l'amour fou. Oui. Sur le plan sanitaire, depuis l'adolescence, vous étiez en surpoids, mais vous n'en souffriez pas? Non. Non, j'ai jamais été le gros de service nulle part. Ouais. J'étais 15-4 au tennis en faisant 140 kilos, donc je n'ai pas. Mais en 2015, vous commencez à avoir quelques pépins de santé? Ouais, j'ai fait une hémorragie intestinale à La Baule. J'ai commencé à vomir du sang et j'en vomissais tellement que j'ai perdu connaissance. Je suis tombé du lit et c'est ce qui a réveillé ma mère qui était en dessous. Ce qui est terrible, c'est que comme vous aviez mangé des betteraves la veille,
vous pensiez, quand vous vomissiez, que c'était les betteraves, en fait. Voilà, ça, je me suis pas inquiété au début, quoi. Voilà, mais au bout d'un moment, quand même, ça faisait beaucoup de betteraves, quoi. Voilà, ça, oui, ça faisait un champ, ouais. Là, vous allez à l'hôpital américain, le docteur Karsinti vous diagnostique une NASH, la cirrhose des gens qui ne boivent pas. Oui. Parce que vous n'avez jamais beaucoup bu, en fait. Jamais. C'est con. Non, je bois pas du tout. J'ai horreur du vin. J'ai fait 1 an à Reims sans boire une coupe de champagne. Pourtant, je peux dire qu'à 8 h du matin, on balance la coupette. Courageux. Vous continuez à bosser à cette époque, malgré la NASH, qui, elle, avance évidemment. En 2016, les médecins découvrent que votre foie est complètement fibrosé. La bonne nouvelle, c'est que les reins sont atteints aussi. Pourquoi la bonne nouvelle? Non, c'est une blague. Ah oui. Malheureusement, la rate n'avait rien, et là... Non. Et là, j'aurais eu la rate aussi. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes. alors on vous parle de greffe à l'époque, mais il n'y a aucune urgence en fait. On attend que ça... On me dit qu'il y en a pour 6 mois. Alors justement, à part Mélissa, personne n'est au courant, mais vous êtes très fatigué. Sur les 7 matchs de l'équipe de France pour l'Euro, vous en assurez 5, et déjà avec une certaine difficulté, j'imagine. Oui, la dernière soirée que je fais sur CNews aujourd'hui, j'avais des quintes de tout, c'était épouvantable. C'était épouvantable. Pascal Pro n'arrêtait pas de m'engueuler que j'étais pas enthousiaste, alors qu'ils avaient mis 5-2 à l'Islande. Tu parles d'un exploit. Ouais. Je pouvais pas. Je pouvais plus, et là j'ai pris la décision d'arrêter, quoi. Ouais. Alors quand vous vous rendez à Beaujon pour une évaluation, la nouvelle tombe, il faut greffer là pour le coup. Ouais. Je suis inscrit sur les listes cristal mi-juillet. À La Baule, fin juillet, votre état s'aggrave. Début août, une nuit, votre mère vous découvre inconscient sur les toilettes. Elle pense qu'elle va perdre son fils unique à l'âge qu'avait son mari quand il est mort. Terrible. Quand les secours arrivent, il faut un monte charge pour vous sortir des toilettes par la fenêtre. Oui, parce que ma chambre était au premier et on a un petit escalier et que c'était pas possible de me descendre. Je me souviens de rien. Ouais. L'encéphalopathie, en fait, c'est que les toxines ne sont plus évacuées par le foie et ça monte au cerveau. Vos reins aussi sont hors service. On vous met sous dialyse, qui est vraiment catastrophique. C'est-à-dire que j'ai été 1 semaine en réanimation à l'hôpital de Saint-Nazaire. De là, je suis parti en ambulance à Beaujon. Je suis resté 1 semaine. On m'a posé un cathéter là. Et je suis rentré en dialyse à l'hôpital américain pendant 4 mois. C'est très sympa, la dialyse. Hein. C'est pas fatigant du tout. Je pense tellement aux gens qui sont dialysés pendant 5 ans, 10 ans. Je sais pas comment ils font, je leur tire mon chapeau parce que c'est insupportable. C'est épuisant. Le 4 septembre 2016, vous êtes sur le plateau du Canal Football Club. Vous savez pas que c'est votre dernière prestation. On regarde. Ça va aller, Pierre? Ça va. Ah oui? Être là, ça va, ça fait du bien. Ça fait du bien de vous voir Ça également. durera ce que ça durera, mais ça fait du bien. Bientôt, vous ne pouvez plus vous déplacer seul, vous lavez seul, aller aux toilettes seul. Vous dites, sans Mélissa, je ne sais pas ce que je serais devenu. Je serais mort. Sans elle, je serais mort. J'aurais pas tenu. Elle déteste quand je dis ça parce que elle trouve qu'elle a fait, entre guillemets, son devoir. D'octobre à décembre, vous dites, je suis allé vers la mort tranquillement. Oui, je le savais pas. J'ai su une fois que j'avais été greffé que j'avais 1 semaine à vivre. Le problème, effectivement, c'est qu'il fallait un foie et un rein. Oui. Du même donneur. Du même donneur, Et oui. ça, c'est pas simple. Non, c'est pas simple, parce qu'en fait, j'étais en tête de liste à partir du 20 octobre. Alors, le temps passe, toujours rien. C'est-à-dire, je dis dans votre bouquin, c'est un calcul atroce, mais il y a le week-end de la Toussaint où il y a beaucoup de morts sur les routes. Ouais, on m'avait dit le 1er de la Toussaint et le 11 novembre, c'est en général fertile. Ouais, très meurtrier ces week-ends. Voilà. Mais malheureusement, ces week-ends-là passent et personne ne vous appelle. Jamais je me suis dit, malheureusement, ces week-ends passent et il n'y a pas de... Ouais. J'ai jamais souhaité la mort de personne pour avoir des organes. Jamais. Le 12 décembre, à 4 h du matin, le téléphone sonne. C'est Mélissa qui décroche et vous l'entendez dire « Ok, on arrive ». Ouais, en 30 secondes, je suis prêt à partir. C'est le SAMU qui arrive. Ils m'ont parlé de foot tout le voyage. Alors, j'avais envie de leur dire, les gars, j'y vais être greffé dans rien à fois, j'ai moyennement envie de parler de foot. Je leur répondais un petit peu, et je ne sais pas ce qui s'est passé en arrivant à l'hôpital, si j'ai fait un malaise ou si j'ai lâché prise. Je me suis endormi,
jusqu'à l'opération. Ouais, vous vous réveillez surpris d'être encore de ce monde en vous disant « Tiens, je suis là, moi ». Oui, parce que j'avais très peur d'y rester, quoi. Parce qu'en plus, je savais que j'avais une thrombose de la veine porte. Les médecins appellent ça un puits de lumière et que si ça se bouge, tu es inopérable. Ah ouais. Et moi, c'était quasiment bouché quand je suis arrivé là. Ils étaient très inquiets au début de l'opération. Ils étaient absolument ravis à la fin. Et alors, en vous réveillant, vous voulez voir Objectif Top Chef. Pourquoi? Il cuisinait des abat-jours, là. Un petit foie de veau. Non, mais des rognons. j'aimais bien cette émission et ça fait une sorte d'idée fixe. C'est bizarre quand Je l'ai même. pas vu d'ailleurs parce que j'ai évidemment Ouais, dormi. ouais. Et à partir de là, malgré le monde du foot qui se relaie à votre chevet et qui vous téléphone toute la journée, malgré les fleurs qu'on vous apporte et les chocolats que vous ne pouvez pas manger, vous sombrez dans la déprime, vous pleurez du matin au soir, vous vous refermez comme une huître. Je n'avais rien à dire, rien envie d'entendre. Ouais, c'est insupportable. T'es en réanimation, t'es lavé, t'es torché, t'es nourri, on vient de prendre ta tension, ta glycémie, t'es constante, tu t'es plus rien, t'es un légume, t'es une merde, ouais. t'es une merde. Heureusement, Mélissa vous engueule, elle vous dit « Tu te rends pas compte de la chance que t'as quand même. T'étais subclaquant, là t'es en vie et tu fais la gueule. Elle m'a bien rentré dans la gueule. » Ouais, Ouais, c'est bien. ouais, c'est bien, mais c'est elle, quoi. Encore elle. Et c'est avec la psy de l'hôpital que vous allez découvrir en fait que votre état était normal parce que vous n'arriviez pas à croire que vous étiez guéri et c'est pour ça que vous étiez dans cet état-là. Bah, c'est-à-dire que tu as du mal à te sentir guéri, tu n'arrives pas à marcher, te faire asseoir dans un fauteuil, c'est une douleur indescriptible pendant 2 heures. N'en rajoute pas non plus. On te lève du lit avec un monte-charge, Ah on te ouais. remet dans le lit avec un monte-charge. Quel chouineur. Tu n'es rien. Le jour où vous arrivez à vous extirper du canapé, c'est un événement. Ouais, on venait de Mélissa pleure parce que vous êtes levé tout seul du canapé. Ouais. J'ai un canapé très bas aussi. Faut Oui, dire ce qui est. attention. Et c'est ça qui est le retour à la vie, c'est une succession de petites victoires. C'est se lever, c'est marcher, c'est se lever du canapé, se lever du fauteuil, se lever du lit. Et puis après 7 mois d'absence, vous revenez au Canal Football Club. On regarde. 7 mois d'attente pour beaucoup d'entre vous qui êtes devant votre téléviseur ce soir. Mais c'est pour lui que l'attente a été la plus longue. Il a souffert, il s'est battu. Et sa présence ce soir va acter son retour à la vie, son rebirth, comme il le dit. Ce soir, Pierre Ménès redevient ce qu'il n'aurait jamais voulu cesser d'être, juste un gars qui parle de football. Mesdames et messieurs, Pierre Ménès. Bienvenue Pierre. Bon retour à la maison. J'ai évité de revoir trop ces images parce que j'ai réussi à contenir mon émotion. J'avais pas très envie de pleurer. On essayait de retrouver un peu de pudeur. J'en ai tellement perdu pendant des mois. Il y a eu ça. Il y avait Hervé qui avait les yeux pleins de Ah larmes. ouais, très ému Matou. Hein, ouais. Il a été tellement formidable pendant ma maladie. Il a été tellement présent. Tout Canal d'ailleurs. Je veux dire, on dit tellement de saloperies sur Canal depuis que Vincent Bolloré en a pris les rênes que moi je peux témoigner de tout l'inverse. Des gens classe, des gens aimants, des gens qui ont été formidables avec moi et qui le sont encore. Alors aujourd'hui, je pense que vous avez 2 messages en fait. Le premier, c'est Mélissa, merci, je t'aime. Oui. Mélissa, merci, je t'aime. Ouais. Ouais, je pense. Vous pouvez. Pourquoi divorcer alors? Pour pouvoir l'épouser. Et le deuxième, c'est de dire aux gens de ne pas refuser les prélèvements d'organes, puisque maintenant, à part si on refuse, les autorités médicales ont le droit de prendre vos organes. Mais vous dites surtout ne refusez pas de les donner. Il y a quand même 200 morts par an de gens qui n'arrivent pas à trouver de greffon. Bah, c'est ce qui a failli m'arriver à une semaine près. Hein. Ouais.
Oui, oui. Alors, depuis le 1er janvier, la loi a changé. Tout le monde est donneur d'office, sauf si le défunt a exprimé le souhait de ne pas être donneur d'organes et que quelqu'un de sa famille en témoigne. Sans aucune forme de preuve. Ce qui fait qu'il y a encore 40% de gens qui s'opposent au don d'organes et que si on arrivait à baisser ce taux de moitié, il n'y aurait plus de problème de greffon en France. Alors, j'ai accepté la demande de l'hôpital Beaujon d'être l'ambassadeur du dépistage de la cirrhose NASH, parce qu'il faut bien voir qu'on n'arrive pas encore à dépister cette maladie, et il n'y a pas de traitement. Donc il faut trouver un traitement, parce que ça touche 6% de la population en France, et éviter d'arriver à l'extrémité de la greffe, parce que la greffe, ça coûte une fortune à la sécurité sociale. La greffe que j'ai subie, ça coûte 130 000 €. Putain. Plus les traitements à vie. Et le problème, c'est qu'il faut 15 millions d'euros pour trouver ça et que l'État ne les donne pas. Ça coûte un bras, donc encore une greffe. Ouais. Sur tous les sujets, t'es con. Alors, mais vous savez pas qui est votre donneur, en fait? Non, je sais que c'est un homme de 37 ans, parce que Mélissa a entendu une indiscrétion des médecins. Je sais pas, je pense que c'est mieux de pas savoir. Dans le film de Gérard Jugnot, c'est un père qui a perdu son fils, qui retrouve le greffé et qui devient pote avec lui, quoi. C'est vrai que c'est absolument formidable, la greffe. C'est comme la comédie, hein. C'est-à-dire que ça part du drame et ça va vers l'espoir, et vers la lumière, quoi. C'est magnifique. C'est un film formidable. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous le répète. C'est un pitch extraordinaire, déjà. Alors, je ne jure pas de le voir. Hein. Oui. J'ai du mal à regarder. Dr House. Non, mais tu vois, il y a très peu de médicalisation. C'est pas un film sur le deuil. Je le regarderai. C'est un film sur le Non, mais tu vois, tous les gens ressortent avec la pêche parce que c'est pas du tout un film. Moi, j'ai très peur de ça. Non, c'est pas un film qui prend la tête, vraiment. J'ai vraiment voulu faire un film gay. Il y a un truc, c'est que vous voulez plus redevenir gros. Je veux pas repasser à 3 chiffres. Ouais. Mais tu vas rester con. Oui, Oui, ça oui. on pourra plus me traiter de gros con. On pourra me traiter de con toujours, mais pas de gros con.